Bonsoir, alors nous voilà réunis pour une nouvelle soirée Créer et transmettre. Et je suis obligé déjà de commencer en m'excusant de n'avoir pas été avec vous pour la dernière séance. J'étais au Chili et je suis allé découvrir cette terre chilienne qui est une très longue bande de 4000 kilomètres qui se trouve coincée entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes, où il y a des espaces absolument magnifiques, où j'ai fait plusieurs découvertes, et j'en ramène deux particulièrement pour vous, qui me semblent susceptibles de nous éclairer pour cette soirée de réflexion sur créer et transmettre. Alors la première, au fond, c'est une plante. Alors cette plante, elle s'appelle Azorella compacta. Les Chiliens, les Indiens chiliens, les appellent aussi Yareta. Alors là voilà, cette plante, elle est assez spéciale. C'est comme une espèce d'énorme coussin qui se déploie et qui a la particularité d'être très très vieille. Figurez-vous que cette plante peut avoir jusqu'à 4 ou 5 000 années de durée de vie. Et elle se déploie, et contrairement aux apparences, parce que là on a l'impression que c'est une sorte de mousse qui serait sur des rochers, et bien pas du tout, non, c'est comme un espèce de gros coussin. À l'intérieur il y a une partie qui est beaucoup plus boisée, on va dire, qui est dure. Quand on la touche, elle est dure, ça s'enfonce pas du tout, et elle arrive à vivre très doucement, parce qu'elle pousse à peu près d'1 centimètre par an. Elle peut couvrir une surface de 30 mètres carrés. Elle peut monter jusqu'à 1,50 m, 1,80 m. Mais elle pousse extrêmement doucement. Et donc, l'intérieur est comme une sorte de tourbe, on va dire, très 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 dense. En fait, c'est presque, d'ailleurs, certains Indiens l'utilisent comme matériau de chauffage. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle a failli disparaître et que maintenant, elle est protégée, heureusement, et elle peut se développer. Elle peut être amenée à rencontrer, par exemple, des obstacles, comme un rocher, ben, elle va tourner autour, elle va peut-être passer au-dessus dans certains cas, elle peut aussi passer autour d'une plante, comme on le voit ici. Et puis de temps en temps, tiens c'est curieux, elle se nécrose, vous voyez, c'est-à-dire que on s'aperçoit ici qu'elle s'arrête, ça devient tout noir, et en fait, elle s'arrête d'une certaine manière. Alors, ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience que cette plante est en fait une colonie de plantes. C'est-à-dire, c'est pas une seule plante, c'est une sorte de processus, un peu comme un corail d'ailleurs, qui se renouvelle en permanence et qui vient pousser sur les générations précédentes. Moi, je vois dans cette plante une métaphore d'humanité, c'est-à-dire qu'en réalité, ça nous permet de prendre conscience de cette dimension collective qui est complémentaire de cette dimension personnelle et qui fait que, effectivement, progressivement, nous sommes amenés à prendre notre place, nous arrivons au fond à un certain moment dans l'histoire, dans ce développement de l'humanité, et puis nous nous retirons, et puis d'autres viennent prendre la place. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, vous voyez, on voit ces petites plantes, elles fleurissent. Et c'est très important qu'elles fleurissent, parce que c'est ça qui va donner la suite. Donc, pour moi, j'assimile ce fleurissement à une forme de création. C'est-à-dire, c'est du nouveau qui apparaît. C'est des nouveaux êtres qui vont venir prendre leur place dans une chaîne intergénérationnelle. Mais c'est aussi des nouvelles idées. C'est aussi, comme on l'a vu dans de précédentes séances, ce qui vient de l'inattendu, comme par exemple le jazz, qui est produit par la pluralité d'une rencontre entre des choses qui ne devraient pas nécessairement se rencontrer. Donc, cet individu qui arrive dans le développement de cette colonie, au fond, il a à faire vivre, il reçoit d'une certaine manière la vie, mais il va la régénérer, et au fond c'est un peu ce qui se passe avec chacun d'entre nous lorsque nous faisons un héritage. Ça peut être un héritage culturel, ou même un héritage d'une maison, ou de quelque chose que nous recevons du passé. Nous avons à faire une actualisation du sens, nous avons à le remettre dans le sens par rapport à un environnement qui est nôtre aujourd'hui. Nous reconstruisons quelque chose de nouveau, nous créons d'une certaine manière. Voilà. Donc ça c'est une image, je crois, intéressante, et nous voyons que la transmission ici est faite d'une chaîne, au fond, qui ne s'interrompt pas. Et c'est intéressant de voir que à partir du moment où la plante, par certains moments, devient grise, elle se nécrose, mais elle ne progresse plus. Autrement dit, ce n'est pas seulement les individus qui ne vivent plus, là, c'est que c'est toute la chaîne qui s'arrête. Donc on voit là aussi le caractère absolument essentiel de notre effort, on va dire, de création, de fleurissement, et aussi de transmission. Donc dans cette chaîne,
nous avons ce souci de la plante d'une manière générale, cette colonie que constitue l'humanité, eh bien nous en sommes les dépositaires, mais ça se joue aussi à notre échelle individuelle. Autre exemple, alors je me déplace de finalement quelques centaines de kilomètres, et là je vais vers une civilisation qui est très très ancienne, qui s'appelle les Chinchorro. Ce sont des Indiens qui vivent là depuis 8000 ans avant Jésus-Christ. Ils sont arrivés par le haut, par le détroit de Bering, et ils font partie de ce petit groupe dont nous avons parlé à plusieurs reprises dans nos soirées, ce petit groupe qui est parti d'Afrique, quelques dizaines de milliers de personnes, de sapiens, et puis ils se sont éparpillés, disséminés, et puis il y a eu un petit coup de gel, et puis ils ont pu passer ce fameux détroit de Bering, et les voilà qui arrivent par l'Amérique du Nord, ils redescendent progressivement en cascade, et j'ai mes Indiens, Chinchorro, qui s'installent sur la bande ouest, qui est tout à fait le nord du Chili. Alors ces gens-là, ce sont des pêcheurs sédentaires, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on découvre aujourd'hui, dans ces déserts, au fond, des nécropoles, qui sont faites de momies, et ces momies sont beaucoup plus anciennes que les momies égyptiennes. Elles sont arrivées presque 2000 ans avant les momies égyptiennes, et voilà un petit peu ce que ça donne. Ce sont des momies qui font l'objet d'une préparation assez particulière, mais qui font qu'elles se sont conservées de manière tout à fait saisissante jusqu'à maintenant. Elles sont tout simplement posées à l'intérieur, enfin on les recouvre de sable, dans des régions qui sont extrêmement arides, et qui sont sèches et dont les conditions sont très favorables pour la conservation de ces momies. Et donc, vous avez ici un certain nombre qui sont allongés dans le sable, à peu près reconstituant la manière dont on les a trouvées. Alors, ces momies, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Pourquoi est-ce que intervient ce travail de momification? Alors là, je vous lis un petit texte que j'ai découvert en visitant, en allant voir un peu ces vestiges. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Au fond, les corps momifiés des Chinchorros sont comme des effigies. Dépourvus de tout organe susceptible de se décomposer, ils conservent leurs os, leur peau, leurs cheveux, dans le but de préserver l'essence de l'individu et son ancestralité dans la communauté. Ces pèlerins du temps intègrent en eux-mêmes une matérialité et une spiritualité inconnues. Ils ont voyagé jusqu'au présent pour former aujourd'hui une partie vitale du patrimoine culturel des peuples qui vivent aujourd'hui au Chili. Donc, ils nous disent, cette exposition n'est pas un échantillon d'êtres morts, mais l'évaluation d'un ancien mode de vie et d'une vision concernant la mort. De cette façon, les momies Chinchorros remplissent leur mission inéluctable d'éternité. Et alors, ce qui est assez étrange aussi, c'est que finalement, quand on regarde dans ces momies, on voit apparaître des toutes petites momies, qui sont des momies d'enfants, de petits-enfants, voire de fœtus. Et c'est une chose qui a surpris un peu tout le monde. D'ailleurs, on s'interroge. Certaines sont des fœtus, d'autres, il n'y a même pas d'eau dedans. C'est comme si, au fond, des gens qui n'avaient pas pu être momifiés étaient représentés symboliquement par une toute petite image, poupée. Mais voilà ce qu'ils nous disent encore. Ils disent, plus impressionnante encore est la momification faite aux êtres qui ne sont pas encore nés, aux fœtus qui ressemblent à de petites statuettes. Et le plus touchant, le traitement délicat des embryons humains dont les membres n'étaient pas encore formés, mais qui étaient considérés comme des membres en plus des membres de cette communauté. Voilà. Donc on retrouve ici cette dimension collective, et ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'on la trouve de manière intergénérationnelle. Alors au fond, quelle leçon allons-nous tirer de tout ça? Eh bien, nous voyons bien une vision globale de l'humanité, à travers ces deux métaphores, dans l'espace et dans le temps, dans lequel ceux qui nous précèdent constituent le soubassement pour aujourd'hui. Ce sont eux qui, par leur création, par tout ce qu'ils ont développé, par tous leurs efforts, par leur créativité, par l'invention de concepts, de techniques, de formes, de dons, d'échanges, de formes organisationnelles et politiques, par leur capacité à relier les éléments du réel à leur de naissance, ont inventé des mondes et nous les ont transmis. Donc, ils portent d'une certaine manière les générations du présent. Et il prépare l'avenir. Mais en même temps, cet avenir, il est dans nos mains, nous qui sommes dans le présent. Chacun a affaire avec la pérennité de l'humanité à travers la création et la transmission qui apparaissent donc d'ores et déjà comme deux nouvelles poutres de l'humanité.